À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin, nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement. Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'Engie, Challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges? L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Methilde Westerfer, qui est directrice générale adjointe à la Direction générale de l'énergie à la Commission européenne. Quel titre impressionnant! Mais quelle est votre action quotidienne? Je travaille depuis une dizaine d'années dans le domaine de la politique énergétique et climatique à Bruxelles, avec une étape à Paris, à l'Agence internationale d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la dimension européenne est absolument nécessaire pour avancer dans le domaine de la transition énergétique? On a 27 États membres à l'Union européenne. On a une politique énergétique qui veut promouvoir nos renouvelables, l'efficacité énergétique, mais chaque État membre reste en charge de son mix énergétique. Mais nous, la dimension européenne, c'est aussi les interconnexions, c'est vraiment d'aider son voisin au cas de crise, comme on l'a connu l'année dernière en 2022, où, par exemple, la France avait besoin plus d'électricité par les voisins qui, alors, la France a pu importer. Les années précédentes, c'était le contraire. La France était toujours expéditeur de l'électricité vers les voisins. Et on a des ambitions communes, par exemple, de devenir neutre en carbone d'ici 2050. Ça, c'est un accord avec l'accord de Paris de 2015. Alors, on travaille ensemble sur cette route de la transition énergétique pour vraiment devenir neutre en carbone en 2050 avec des objectifs communs pour 2030. On s'est rendu compte que, à cause ou grâce à la crise de ce qui s'est passé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que contre toute attente, ou contre toute crainte, on a vu une sorte d'unité européenne. Et honnêtement, avant cette crise, on voyait une dispersion des stratégies énergétiques un peu partout. Donc, d'une certaine manière, le réel a imposé sa loi. Oui, bon, on avait déjà une stratégie avant la crise, mais c'est vrai que la crise et l'invasion de la Russie en Ukraine a vraiment renforcé la solidarité. Et je crois qu'on peut être tous très, très fiers dans le sens qu'il n'y a pas eu de blackout. Bien sûr, on a eu une hausse de prix qu'on n'a jamais vue avant, mais on a fait ensemble, on a aidé les consommateurs les plus vulnérables avec des mesures, bien sûr, sociales, nationales, mais aussi des mesures communes au niveau européen. On a réussi, par exemple, de réduire la dépendance de gaz russe de plus de 40% à moins de 10% actuellement. Et en si peu de temps. C'est un peu comme l'histoire des vaccins, vous voyez, parce que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur et j'ai vu l'accélération de production des vaccins. Donc, comme il y a une accélération du dérèglement climatique, il y a aussi une accélération de la réponse. Donc, il ne faut pas être sans arrêt pessimiste. Cette accélération, dans le sens, il y a moins de gaz russe, mais il y a beaucoup plus de renouvelables, le solaire et toutes sortes d'énergies propres. Il inclut l'hydrogène, le nucléaire, tout ça. Là, on a vu vraiment une accélération, ce qui est très, très bien. Et en plus, il y avait une action de réduire la demande, la consommation. Parce que, bon, avec les prix extrêmement hauts, tout le monde a consommé moins. Les ménages, les industriels. Et c'est possible. Alors, toutes les mesures ensemble ont fait qu'on n'a pas eu de problème cet hiver parce qu'on était solidaires, on a travaillé ensemble, on a accéléré la transition énergétique. Et on est beaucoup moins dépendante, par exemple, de la Russie, et on continue cette étape. Il faut vraiment continuer et accélérer pour plus jamais avoir ce genre de crise. Ce qui est frappant, c'est que les deux leviers
diversifier les sources et diminuer la consommation, on a appuyé sur les deux pédales en même temps. Moi, je suis un passionné d'Europe et je me disais, bon, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Et on a vu que c'était possible. Et on a vu que c'était possible d'être 2 fois moins dépendant de sources extérieures et moins dépendant d'une certaine manière de l'énergie. C'est-à-dire, on peut continuer la croissance en dépendant moins de l'énergie. Ça, c'est quand même des leçons qui, moi, me remplissent d'optimisme. Absolument. On a vraiment joué là-dessus. On est moins dépendant de la consommation de gaz, ce qui était important. Mais aussi, on a consommé moins d'électricité et chacune, on a contribué, mais l'industrie aussi. Ça, c'est la première chose. En même temps, on a diversifié. S'il faut encore pendant un certain temps de gaz, on prend d'autres sources que russes. Et troisièmement, quand même, il y a un troisième élément qu'on a accéléré, tout ce qui est énergie propre, bas carbone, propre. Et c'est ça, il faut vraiment, vraiment réduire encore plus le charbon, ça c'est très très clair et tout le monde est d'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le charbon? Parce qu'on sait les attachements, on sait quand nos voisins par rapport à la France, allemands, comme ils avaient décidé d'arrêter le nucléaire, le charbon est revenu un peu en force, on sait ce qui se passe en Pologne, un peu partout, donc est-ce qu'il y a une sorte de vraie prise en compte maintenant sur la question, le charbon, c'est pas l'énergie de l'avenir? Oui, parce qu'on a un objectif commun pour 2030 de réduire de 55% les émissions nettes de gaz à effet de serre. Et on sait que l'énergie déjà contribue 75% des émissions de CO2 et le charbon est la source énergétique la plus polluante. Alors pour y arriver, il faut que tout le monde réduise le charbon. L'Allemagne et ses choix qu'ils ont faits, ils tiennent quand même à plus avoir du charbon en 2030. La Pologne, qui est parmi les pays européens le pays qui utilise le plus le charbon, eux aussi, ils vont remplacer les vieilles mines de charbon par soit les renouvelables ou le nucléaire dans le futur. Alors chaque pays peut faire ses choix, mais c'est clair que tout le monde va arrêter ou réduire le charbon et à partir de 2030, il reste probablement un peu dans quelques pays, mais ça va vraiment être une part assez minimale. Si on aborde maintenant la question du nucléaire, qu'est-ce que c'est le paysage des différents pays européens vis-à-vis du nucléaire, d'une part, et d'autre part, est-ce que le nucléaire est considéré comme une énergie renouvelable ou énergie propre? Quelle est la norme vis-à-vis du nucléaire? Parce qu'on sait qu'il y a eu un grand débat très très intéressant là-dessus, sur cette question. Bon, comme j'ai dit au début, tous les États membres peuvent choisir leur mix énergétique. Et il y en a plus ou moins 12, 13, alors la moitié des pays européens qui ont déjà du nucléaire actuellement. Bien sûr, la France qui a 75% de nucléaire dans l'électricité, il y en a d'autres États membres. Et avec la crise, il y a de plus en plus des États membres qui réfléchissent à investir dans le nucléaire. La Pologne, peut-être les Pays-Bas, peut-être d'autres pays. Parce que, bien sûr, le nucléaire fait partie des ressources propres. Il ne faut pas vraiment opposer le nucléaire vis-à-vis des autres ressources. On a besoin de toutes les ressources propres. Le grand changement, c'est qu'avant, on avait 2-3 sources et c'était tout. Alors, c'était plus simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et maintenant, on a besoin, comme on a vu tout à l'heure, il faut appuyer sur les deux pédales en même temps, eh bien, on a besoin de toutes les sources. Alors, est-ce que vous pourriez nous emmener en promenade dans les différentes sources des énergies nouvelles? Alors, dans le domaine électricité, qui fait plus ou moins 20% de toutes les énergies, et là, il y a une dominance actuellement, la plupart, depuis l'année dernière, ce sont les renouvelables. Au niveau européen, je parle vraiment les éoliens sur mer, sur terre, le solaire, le hydro et tout ça. Après, il y a toujours une trentaine de pourcents de charbon. Et après, il y a le gaz et le nucléaire dans l'électricité. Après, l'électricité, comme j'ai dit, c'est une partie d'énergie. Après, le secteur énergie est beaucoup plus vaste. Par exemple, dans le transport, il y a encore 90% de pétrole. Dans l'industrie, il y a encore 35% de gaz. Quand on parle de la décarbonisation, il y a l'électricité et je crois que c'est là où on va faire le plus de progrès parce que c'est là où il y a les renouvelables et le nucléaire.
Après, il faut vraiment discuter plus du transport. Et avec les voitures électriques et tout ce qu'on fait, je crois là, peu à peu, on va aussi décarboniser le secteur transport. Mais l'industrie est le secteur qu'on ne peut pas électrifier. Et alors là, il y a des sources comme l'hydrogène. Une source propre, si c'est fait de l'électricité propre. Parlons un petit peu plus de l'hydrogène, parce qu'on parle beaucoup de l'hydrogène, mais l'hydrogène a besoin, pour être produite, de sources elles-mêmes propres, parce qu'autrement, ça ne sert pas à grand-chose. Et on revient à la question de l'électricité. Est-ce qu'il y a un plan européen de l'hydrogène? Est-ce qu'il y a une dimension européenne? On a parlé à un moment donné un Airbus de l'hydrogène. Vous voyez, je suis d'une génération qui s'est construit, dont l'amour pour l'Europe s'est bâti sur ce projet magnifique d'Airbus. D'autant plus que j'ai écrit un livre sur la construction de l'A380, échec commercial, mais réussite technique magnifique. Et l'idée, vous savez, de se promener sur tous les sites de construction de l'Airbus et du vol inaugural, on saluait les différents sites et on battait de l'aile pour dire merci à l'Espagne, merci au Pays de Galles, merci à l'Allemagne. C'était l'Europe, quoi. C'est un chant de l'Europe. Est-ce qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre avec l'hydrogène? Oui, comme j'ai dit, il faut électrifier un maximum les secteurs comme le transport, l'industrie, ce qu'on fait. Après, l'hydrogène, actuellement, n'est pas propre. C'est principalement fait par le gaz ou le charbon. Alors, on veut l'hydrogène propre, soit qui vient des renouvelables, soit du nucléaire, soit le gaz avec ce qu'on appelle carbon capture and storage, c'est-à-dire on prend les CO2. Toutes les technologies sont bonnes. Si c'est hydrogène basé sur les renouvelables, c'est hydrogène vert. Si c'est basé sur le nucléaire, je crois qu'il y a une autre couleur. Alors l'hydrogène a un futur propre et on a une stratégie ensemble avec les États membres d'accélérer, créer un marché vraiment pour le scaling up de hydrogène parce que pour l'instant, les électrolyseurs qui produisent de l'hydrogène sont encore assez chers, ce qui est normal parce qu'on est au début d'un marché. Et alors, nous, on crée les cadres, on a une stratégie, on a un peu d'argent et on essaie d'ici 2030 que l'hydrogène bas carbone et verte sera vraiment accessible à un prix et que ça va se développer post-2030. Et un dernier point, parce que vous avez parlé de Airbus, on a vraiment fait beaucoup dans le secteur énergie ensemble, dans la crise, avec des ambitions et tout. Mais dernièrement, on fait encore plus l'accent sur l'industrie énergie européenne, soit pour l'hydrogène, soit pour le solaire, pour le nucléaire, pour toutes les sources. On veut garder une compétitivité européenne. Et c'est pour ça qu'on a proposé de la Commission de se concentrer, d'aider l'industrie européenne de se développer, qu'il y a un peu plus d'accent là-dessus. Et ça, c'est en partie une réponse aux Américains et aux Chinois, mais c'est vraiment une conscience qu'on est très fort sur quelques secteurs et, par exemple, on veut le garder ou le développer pour l'hydrogène. Quand vous vous dites, tiens, voilà mon objectif dans l'année qui vient ou dans les 6 mois prochains, là, il y a une barrière, elle ne me plaît pas, cette barrière. Ou alors, il y a quelqu'un qui n'est pas complètement convaincu, on va y aller. Quels sont, non pas vos adversaires, mais enfin, les gens avec qui vous devriez avancer plus vite, quoi. Il y a un truc qu'on appelle l'obligation de résultat. Et moi, j'aime bien les résultats. Voilà. Et je vous sens comme ça, une amoureuse des résultats aussi. Voilà, je suis vraiment pour les résultats et quelquefois c'est pas facile, vous l'avez dit, parce qu'on a au niveau européen, on travaille la Commission beaucoup avec les États membres et bien sûr le Parlement européen et quelquefois on passe pas mal de temps pour des détails, ce qui sont importants, je veux pas, mais il faut garder la vision, la stratégie qu'on a développée. Tout le monde est d'accord pour la stratégie, mais après, bien sûr, pour la mettre en œuvre et tout ça, il y a des obstacles qu'il faut surmonter. Il y a des visions quelquefois ou des approches différentes des États membres, mais c'est ça notre rôle à la Commission, de mettre les gens ensemble, d'en parler. Je crois que le dialogue est extrêmement important. Il inclut aussi l'industrie et d'autres partenaires, les universités et tout ça. Et avec ça, on arrivera ensemble. Mais quelquefois, ça prend plus de temps qu'on pense. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de retard que le dialogue a permis de dépasser ?
Oui, on a eu un accord sur l'objectif renouvelable pour 2030 il y a 2-3 semaines. C'est une directive où il y a beaucoup de choses pour accélérer les permis, pour vraiment voir comment on peut aller ensemble. Ce débat, pourquoi les renouvelables et pas le nucléaire et tout ça, a un peu ralenti. Mais finalement, on a réussi à dire oui, pour décarboniser pour 2050 et 2030, il faut toutes les ressources. La Commission a fait une déclaration, j'ai dû vraiment lire une déclaration que la Commission est engagée dans les renouvelables, comme tous les États membres, mais aussi à d'autres voies, soit le nucléaire pour la France ou d'autres sources pour d'autres. En faisant cette déclaration, tout le monde se sentait inclus, en débattant et aussi en montrant qu'il n'y a pas une voie pour la politique énergétique. Il y a plusieurs voies à arriver à une énergie plus propre, plus compétitive, moins chère pour les consommateurs. Et il faut laisser un peu l'espace aux États membres, mais on partage le même but à la fin. L'espace pour chacun, mais la vision commune. Vous avez mentionné les universités, bien sûr, pour la recherche, mais aussi pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est cette idée, moi je suis vraiment un fou d'Erasmus, sauf que si Erasmus pouvait être plus étendu, même à des plus jeunes, etc., parce que cette question de l'énergie, c'est la vie même, l'énergie. Donc, comment faire prendre conscience que tout se joue là? Évidemment pour les jeunes qui veulent de plus en plus de sens à leur travail, mais aussi sur les écoliers, en disant regardez ce qui est en train de se passer, parce que c'est très passionnant, et leur donner envie, ce qui n'est pas le cas, et notamment pour les filles, ce qui n'est pas le cas, de dire mais oui, pourquoi vous ne seriez pas énergéticienne? Je suis allée moi-même à une école pour expliquer, on m'a demandé ce que je fais, et j'essaie de faire ça régulièrement. Ce que j'ai constaté qui était intéressant, le sujet climat intéresse, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons, parce que c'était climat et c'est bon pour la nature, l'environnement, ces aspects-là. Mais quand je parlais des renouvelables ou plus technologie future et le besoin de faire beaucoup plus dans le domaine de recherche, innovation, là, il y a plus de garçons que de filles. Mais les deux vont ensemble. Il faut les prendre des deux côtés. Pour moi, l'énergie, bien sûr, il apporte un meilleur climat, lutter contre le changement climatique, mais l'énergie apporte aussi du travail, de la croissance et de l'innovation et tout ça. Il faut le mettre ensemble, mais il faut intéresser les garçons et les filles ensemble pour ce secteur qui est en train de se développer et parler aussi aux jeunes. Et on a beaucoup de contacts avec des universités en Europe qui font des études magnifiques sur ce domaine. J'ai cette expérience qui est directement liée à l'énergie, puisque mon métier à moi, c'est les questions de l'eau. Et il y a un projet qu'on est en train de lancer, c'est-à-dire de faire adopter par des classes de 10 à 12 ans une partie de rivière, pour leur montrer concrètement ce que ça veut dire, ce que c'est que cet être vivant qui est une rivière. Économiser l'eau, c'est bien, mais adopter une rivière, c'est mieux. Exactement dans cette ligne-là. Parce que là, j'ai fait ça avec différentes écoles, et je peux vous dire qu'il y a les garçons et les filles, et ensemble, au bord de la rivière, et ils ne regardent pas la même chose. C'est assez formidable. C'est un sujet clé aussi, l'eau. On a besoin de l'eau pour beaucoup de choses. Avec le changement climatique, il y a peut-être un souci à se faire. Alors, de la sensibilisation, c'est vraiment important. Bien, écoutez, je serai à votre disposition pour participer à une campagne européenne sur ces questions-là, parce que l'eau, c'est le lien, évidemment. Écoutez, je dois vous avouer quelque chose, je suis jaloux de vous, parce que je pense que vous avez un des métiers les plus nécessaires d'aujourd'hui, à la place la plus utile. Donc je voudrais vraiment vous remercier. On n'est pas des naïfs, on sait que c'est difficile, mais on voit ces perspectives de cette Europe qui a su montrer, face à une crise majeure, qu'elle était unie. J'espère que la crise terrible s'arrêtera un jour ou l'autre avec la paix, mais que la paix revenue, on ne reviendra pas à nos déchirures inutiles anciennes, parce qu'il faut se méfier de cette pédagogie de la crise. Et c'est pas mal la paix non plus. Je me souviens du grand stratège vietnamien Giap que j'avais rencontré. Il m'a dit « Nous sommes très bons dans la guerre, mais pas très bons dans la paix. » Merci 1000 fois, madame. C'est vraiment heureux d'avoir quelqu'un comme vous à la place que vous occupez. Merci beaucoup. Merci.